va pouvoir démarrer avec les choses sérieuses en parlant avec la première table ronde. Alors, comme je disais, la période a été compliquée. Il y a des gens qui sortent plutôt gagnants, des gens plutôt perdants. Il y en a qui ont traversé la tempête avec plus ou moins de succès. Là, on va avoir deux magiciens. On va avoir donc Jean-Paul Mochet, le patron de Monoprix Franprix, Jérôme Driano, le patron de Beaumanoir. Vous verrez pourquoi je les appelle des magiciens. Ils vont nous expliquer pourquoi ils s'en sortent tellement bien. Et puis Nicolas Hammer qui va nous parler du client, puisque si vous voulez me rejoindre, on va pouvoir démarrer tout de suite. Jérôme, Jean-Paul, Nicolas. Alors, donc, bienvenue aux magiciens. On va commencer par une petite présentation, un petit tour de table très classique que vous nous disiez en quelques minutes. Alors, vos entreprises, il n'y a pas forcément besoin de les présenter très très longtemps. Monoprix, Franprix, je pense que quand même on connaît un petit peu, mais que tu nous dises qui tu es. Et toi, Jérôme, il faut peut-être que tu nous expliques un peu mieux le périmètre de Beaumanoir, parce qu'il a tellement bougé, que vous êtes tellement boulimique ces derniers mois, que tu nous racontes un peu qu'est-ce qu'il y a dans le périmètre, puis vous également qui tu es, ton parcours. Et puis Nicolas, qui est un bel exemple de start-up partenaire qui a réussi. Du Nord. Du Nord, qui plus est. Allez, on le prend dans l'ordre. Jérôme ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc le groupe Beaumanoir, effectivement, je ne suis pas sûr qu'il soit si connu que ça. On est plus connu par nos marques et effectivement par les dernières opérations qu'on a pu faire. Donc le groupe Beaumanoir, c'est un groupe familial détenu par la famille Beaumanoir. C'est un groupe qui s'est construit autour de la marque historique Cache-Cache. Ensuite, le groupe a développé ses marques de mode accessible, Cache-Cache, Bonobo, Bréal. Ces trois marques que l'on a travaillé de façon un peu différente ces dernières années, et c'est une des clés d'ailleurs de ce passage compliqué pendant la crise. On a pu se redresser parce qu'on a réussi à travailler ces trois marques sous un nouveau concept, sous un même toit. Des grands magasins que vous avez peut-être déjà vus, qui s'appellent des magasins Vibes. Voilà pour ce premier périmètre du groupe Beaumanoir. Ensuite, on vient de reprendre, il y a de ça 18 mois, la halle, enfin une partie de la halle, puisqu'on a repris 340 magasins à peu près, pour se positionner sur un autre segment sur lequel on n'était pas, le segment de la famille, le segment des petits prix. Et puis enfin, on vient de finaliser l'opération de reprise de Carole début octobre. Et là, c'était pour aller là aussi sur un troisième segment sur lequel on était déjà présent avec notre marque Morgane et qui est un segment un peu plus premium accessible. Et donc, on se retrouve aujourd'hui effectivement avec un périmètre totalement renouvelé entre le avant la crise et le après la crise, totalement renouvelé parce qu'on est présent sur trois segments, totalement renouvelé aussi parce que on était parti sur plutôt une diversification vers la Chine. La Chine a pesé jusqu'à 25% de nos volumes d'affaires et on a pris la décision il y a quelques années de se désengager de la Chine pour plein de raisons. Et de se refocaliser sur notre marché historique, donc le marché français d'abord, et puis bien sûr tout ce qui est international proche. Voilà. Et toi, à titre perso, tu viens de quoi? Alors, à titre perso, moi ça fait 15 ans que je suis dans le groupe Beaumanoir, donc j'ai suivi toute cette évolution. Et je viens de tout à fait autre chose avant, puisque j'étais ingénieur, j'étais dans l'industrie, j'étais à l'étranger dans l'industrie, donc complètement autre chose. Et donc voilà, je suis tombé dans le commerce et dans le groupe au moment où on commençait à avoir un certain nombre de réflexions. Et ça m'a permis d'accompagner le groupe, d'accompagner ces différentes marques, d'accompagner l'Asie. Et puis maintenant d'avoir pris la tête du groupe il y a de ça un peu plus de 3 ans pour cette grande transformation et cette refocalisation. Jean-Paul,
Alors Jean-Paul, d'abord, moi comme tous les Parisiens, je voue une gratitude éternelle parce que quand il est arrivé chez Franprix, vous vous souvenez, les supermarchés parisiens, c'était quand même ni fait ni à faire, c'était des vieux machins un peu ringards, un peu cracra, etc. Et après quelques années de Jean-Paul, on a une qualité de distribution alimentaire de proximité à Paris qui a changé de manière extraordinaire. Donc d'abord l'expression de ma gratitude éternelle en tant que consommateur. Et après, si tu peux nous dire en deux mots... Cédric, il faut aussi féliciter nos compétiteurs, hein, parce qu'on n'a pas été seul dans la course. Allez, très rapidement, donc moi, ma carrière professionnelle, c'est 2 fois 20 ans déjà. 20 ans dans la restauration, avec un parcours d'entrepreneur, et 20 ans dans la distribution, et toujours dans le même groupe, le groupe Casino, où j'y ai effectué beaucoup de métiers opérationnels. Depuis 13 ans, donc la prise en main du groupe Franprix. Allez, très rapidement, ça fait 900 points de vente, 1,6 milliard de chiffre d'affaires, les 2 tiers en franchise. Depuis 2 ans et demi, le groupe Monoprix. Alors, tu as cité Monoprix, j'aime bien citer aussi Naturalia parce que je suis très fier de cette petite pépite qui est propriété du groupe Monoprix, donc du groupe Casino. Et puis Sarenza, donc sur le digital. Voilà. Donc une belle entreprise. Le groupe Monoprix fait 5 milliards d'euros avec des actualités très innovantes, y compris pendant la période Covid, parce qu'il nous semblait important pendant cette période compliquée de continuer à inventer, de continuer à animer les équipes autour de choses innovantes qui leur permettaient de voir un peu plus loin. On reparlera peut-être par la suite de notre plan, mais je pense que c'était important de le faire. Et notre actualité d'ailleurs est très proche. Tu disais, Nicolas, que tu étais originaire de Lille. Je suis aujourd'hui à Lille bien sûr avec vous pour partager, mais juste après, je vais au magasin de Croisé-la-Roche à 10 minutes à pied, qu'on va réouvrir le 15 décembre. J'espère que vous allez venir nombreux, évidemment, pour faire plein de courses, bien sûr, en nouveau concept, c'est-à-dire un concept évolutif de celui de Montparnasse. Voilà. Et donc Nicolas Hammer, je suis le cofondateur de Critizer, une entreprise du coup lilloise qui a démarré à Euratechnologie il y a un peu moins de 10 ans maintenant, donc ça fait un petit bout de chemin. Et on propose une plateforme de gestion des interactions pour les enseignes de commerce physique. On accompagne du coup les magasins pour les relier à leurs clients finaux au travers de la gestion de la satisfaction et de l'expérience client. On travaille avec 120 enseignes en Europe et dans le monde, 100 personnes maintenant dans l'entreprise, 60 à Euratechnologie, une trentaine à Paris et 10 à Londres. Et un nouveau bureau à Tokyo maintenant, pour accompagner nos clients qui ont des points de vente au Japon. Voilà, donc on va s'aventurer un peu loin d'ici. Et qui n'est pas du tout une société d'études consommateurs traditionnelle. Ce que vous faites, vous, c'est que vous diffusez la voix du client partout dans l'entreprise avec de l'empowerment, de la responsabilisation des équipes pour les orienter clients, etc. C'est un vrai travail sur la culture client, au moins autant que sur la connaissance client. Exactement. On participe à la transformation de l'entreprise en engageant chaque collaborateur dans la satisfaction du client et en les responsabilisant, qu'ils soient en mesure de prendre des actions au quotidien pour transformer le magasin. Ouais, là aussi, beau parcours. Moi, j'ai rencontré Nicolas, ils étaient 5 dans la boîte, maintenant ils sont 100. Voilà. Alors, pour rebondir sur ton point, Jean-Paul, donc, puisqu'il y a le nouveau magasin, le nouveau pilote qui va ouvrir, forcément le dernier magasin ouvert, c'est le pilote, forcément, quelque part, c'est toujours le nouveau concept, c'est le dernier magasin ouvert. Qu'est-ce que vous cherchez à faire chez Monoprix? C'est quoi la vision qui est derrière? Raconte-nous un peu les initiatives. Alors, moi, quand j'ai pris la direction de ce groupe, j'avais fixé un cap assez simple, un objectif assez simple, c'était de positionner le NPS à la hauteur de notre prix, donc de remettre de la valeur là où elle devait être. Vous le savez, je ne vous apprends rien, mais notre indice prix est supérieur à celui de Leclerc. Je crois que je ne surprends personne ici. Et ce que nous cherchons, c'est en fait avoir un rapport qualité-prix qui soit surprenant pour les clients. Alors évidemment, on mesure quotidiennement la satisfaction client avec toi, avec tes outils, Nicolas. Et évidemment, ça infuse
ça irrigue l'ensemble du management. Il n'y a pas une journée que nous commencions sans regarder l'indice de la veille en se disant voilà, on a été bon, on n'a pas été bon, sur quel item on peut s'améliorer, etc. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi surprendre les clients. Et cette surprise, elle se fait en fait dans l'expérience d'achat. Et depuis longtemps, moi, je prédis que le magasin physique survivra à la vague digitale. Pas n'importe comment, il survivra selon moi en proposant une expérience qui sera multisensorielle. Ce que ne peut pas faire, en tout cas sur tous les sens, le digital. Je vous invite, cher Cédric, à essayer de sentir un camembert devant votre écran. Vous allez avoir beaucoup de mal. La technologie n'est pas encore au point, je vous assure. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer une expérience multisensorielle. Et je vais vous donner 2 exemples qui prouvent qu'on va vraiment travailler sur ce sujet-là. Depuis maintenant quelques mois, nous déployons des pianos dans nos surfaces de vente. Comme ça a été fait évidemment dans les gares, mais en supermarché, c'est une première. On en aura une centaine à la fin du premier semestre, donc 100 magasins équipés de pianos. Et je vous assure que quand vous êtes dans un magasin d'alimentation et que vous avez au milieu des gondoles un piano et quelqu'un qui vient jouer du Brahms ou autre, je peux vous assurer que c'est très surprenant, ça génère un moment suspendu exceptionnel. Une deuxième expérience que nous sommes en train de déployer, ce sont des cabines poétiques. Des cabines d'essayage poétiques. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que la poésie vient faire dans un supermarché ? Plein de choses, et notamment éveiller les sens. Et nous mettons des douches sonores à l'intérieur de ces cabines, et quand vous entrez, vous avez une expérience de poésie, le temps d'essayer un vêtement. Et là aussi, c'est très surprenant, parce que quand on questionne les clients à la sortie de ces cabines, ils nous disent qu'ils ont vécu un moment extraordinaire, qu'ils sont même restés pour écouter une deuxième boucle, sachant que la boucle fait 7 minutes. Ils sont donc restés 14 minutes dans une cabine d'essayage de supermarché. Si c'est un bon plan. Ça change fondamentalement l'expérience. Mais ça, c'est très typique de ce qui se dit de ce que tu as fait chez Franprix, ce que tu fais chez Monoprix, la réputation que tu as dans le petit monde du retail, c'est d'être un passionné d'innovation. Pas d'innovation au sens du grand Big Bang technologique, mais de l'innovation au sens d'aller chercher les petites cerises sur le gâteau qui vont déplacer un peu les lignes, qui vont faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans les magasins. Tu te reconnais dans cette... Oui, alors je me reconnais simplement dans un souhait qui m'anime depuis maintenant, je dirais, plusieurs décennies. C'est de créer une affinité avec le client, une affinité entre la marque, entre les gens, évidemment, les vrais gens qui sont dans les magasins, et les clients. Et cette affinité, elle se crée encore une fois quand on génère des émotions. Alors, évidemment, le mieux, c'est de les générer positivement. Ça veut dire qu'il faut éradiquer toutes les problématiques qu'on peut rentrer en magasin, la temps de caisse, la propreté, etc., pour passer à des émotions positives, et des émotions positives qui restent en mémoire. C'est à ce moment-là qu'on a un lien affinitaire avec une marque et qu'on en devient fidèle, forcément. Donc ça, je l'écris dans un bouquin que tu as lu, et je m'exerce au quotidien. Qui s'appelle Affinité. Et je m'exerce au quotidien avec les équipes, parce qu'on ne fait pas ça tout seul, évidemment, à ce que ça soit reproduit en magasin. Et c'est donc ce que vous allez vivre, cher Cédric, le 15 à Croisé-la. Nous irons tous en pèlerinage. Nicolas, cette orientation sensorielle, émotionnelle, la dimension, d'aller un peu plus loin que la suppression des irritants et que le discours purement transactionnel, ça fait écho à ce que vous percevez, vous, d'une manière générale, dans le retail, sur les attentes des gens en ce moment ? Complètement. Alors c'est une émotion qu'on retrouve dans les échanges en fait que peuvent avoir les clients finaux avec leur magasin. Effectivement, je suis d'accord que sur le offline peut proposer une émotion que ne peut pas proposer le online. Et l'humain est la principale différence en fait entre les deux. Le fait de pouvoir échanger en direct avec son équipe magasin, d'avoir des échanges personnalisés, humains dans le sens réel, pas automatisés, c'est la raison pour laquelle on se lie avec son magasin et pour laquelle on revient dans son magasin. Et là, tu vas dévoiler une innovation. Alors, je te laisse. Non, on va le faire à deux voix. Allez, vas-y. Puisqu'on parlait d'innovation et de proposer des surprises,
avec Monoprix, on a souhaité aller plus loin encore que la simple gestion de l'interaction au sens satisfaction du terme. Et donc, on veut proposer à ces équipes magasins de garder la main, d'avoir la main sur l'envoi de promotions personnalisées auprès de leurs clients les plus fidèles, avec une dimension toujours différente, c'est de dire, c'est pas une promotion descendante qui va au client et qui s'arrête là, c'est une conversation. C'est-à-dire que vous recevez en tant que client un texto en disant « Bonjour, je suis Régis, votre directeur de magasin, j'ai une promo aujourd'hui à vous proposer, vous en tant que client VIP ». Vous le recevez par SMS et vous répondez directement si vous voulez en bénéficier. Oui, mettez-le-moi de côté, je viendrai vers 15h. Et on crée cette relation privilégiée, personnalisée, au-delà même de la gestion de la satisfaction et de l'expérience client. C'est vraiment magique, hein. C'est un nouveau canal de communication, un nouveau canal de vente aussi. Et c'est tout simplement l'invention du CRM local que nous faisons avec CRM. Et moi, je trouve ça vraiment magique. Donc, il y a 5 magasins en test, puis une centaine de magasins qui seront déployés d'ici fin janvier. Et cette petite start-up que j'ai vue aussi il y a quelques années est devenue une belle machine avec qui on a beaucoup de plaisir à travailler, pour tout vous dire. Et qui permet, et c'est une belle illustration de comment la techno, parce que la techno parfois peut donner l'impression que ça va permettre de court-circuiter cette espèce de frein dans les organisations que sont les humains, qu'on va enfin pouvoir se passer des humains. La techno permet de faire ça si on veut, mais elle permet aussi, si on veut, plutôt de faire de l'empowerment et de diffuser l'intelligence et l'action, y compris sur le terrain, et c'est quand même beaucoup dans le magasin là que ça se passe. Jérôme, alors l'actualité du groupe Beaumanoir, elle est bien sûr beaucoup sur les clients. On va revenir sur les clients et la façon de les séduire après. Mais comme tu le disais, vous avez été sur le devant de la scène de manière assez spectaculaire depuis 2 ans, là, depuis un an, notamment par de la croissance externe. Vous êtes devenu un des pôles de recomposition, on va dire, du textile au grand public. Qu'est-ce qui fait que vous êtes plutôt en phase accélération, voire sur une croissance un peu agressive, alors que le secteur est quand même plutôt en grande souffrance, en grande difficulté globalement? Le marché est très très mauvais, il a perdu 30% en 10 ans, il y a eu pas mal de dépôts de bilan, enfin c'est quand même un marché hyper dur et qui est un des seuls sur l'adulte à ne pas s'être redressé depuis la réouverture, la relance. Donc c'est quoi la magie là, Beaumanoir? Comment vous faites? Magie, je pense pas, mais je vais rebondir sur ce que vous venez de dire sur le client. Parce que justement, c'est peut-être une des clés. Je pense que nous, Groupe Beaumanoir, comme un certain nombre de retailers avec qui on échange et qui performent sur ce marché, s'intéressent d'abord aux clients. La grande surprise que j'ai eue, c'est quand on a repris la halle, quand on reprend Carole, il n'y a pas de NPS. Nous, ça fait, je pense, 10 ans qu'on travaille sur le NPS. Avant, on travaillait tous sur le TT, sur le taux de transformation. Et quand on a eu le NPS, c'est devenu le critère d'animation numéro 1, le client, le NPS. Donc je pense que c'est une des clés, c'est de s'intéresser depuis très longtemps aux clients. Et quand on s'intéresse depuis très longtemps aux clients, on va chercher les technos, les services qui font et qui facilitent la vie du client. Et donc j'en arrive peut-être à qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut se redévelopper et être plutôt performant sur le marché. C'est qu'on a su développer ce socle de techno, ce socle de services. Et nous, on se définit souvent en quantité Groupe Beaumanoir comme une société de services au service de nos marques. Et à partir du moment où on pense qu'on a des services qui sont en phase avec les attentes de nos clients, on a cette capacité à le développer et à les proposer sur différents segments de marché, sur différentes marques. Tu peux, alors sans rentrer forcément dans les secrets de fabrique, mais nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce qui est mutualisé entre les différentes marques, qu'est-ce qui reste surtout pas mutualisé pour garder à chaque marque son identité, son agilité. Voilà, tarte à la crème, la marque, les collections, la com, tout ça, tout ce qui définit la marque, surtout ne pas mutualiser, surtout rester dans sa bulle, et puis tout ce que le client ne voit pas, essayer de mutualiser, d'aller sur les mêmes technos. On n'a rien inventé, hein. Je pense que c'est l'industrie automobile qui l'a fait d'abord. Sur une même plateforme, ils développaient différentes marques, et nous c'est ce qu'on essaye de faire. Et donc, ça nous oblige aussi à faire des mutations sur nos marques et sur les marques que l'on reprend, à aller très vite sur les socles techno du groupe. On va tout de suite, et quand je dis tout de suite, c'est malgré tout, et on le sait tous, c'est au mieux 6-12 mois de travail
pour aller se brancher sur l'ensemble des technos et des services que notre plateforme Beaumanoir peut proposer. Et c'est ce qui va permettre d'accélérer, ce qui va permettre de gagner en économie d'échelle. Le branchement par rapport à la complexité des opérations, le branchement de la halle sur les outils, il a été fait avec une vitesse et une fluidité qui m'a assez bluffé, je dois dire. Et ça a fatigué un petit peu les équipes, pour être très franc. Mais y a pas, c'est incontournable. Aujourd'hui, sans un socle solide, on n'a aucune chance de s'en sortir. Parce qu'on a parlé digital, ça c'est l'autre clé aussi que vous avez noté. On croit tous, je pense aujourd'hui, on croit tous au magasin. Si on investit dans le magasin, c'est qu'on croit au magasin. On croit au magasin, mais on croit à un nouveau magasin. On croit à un nouveau retail. Un retail qui est totalement interconnecté avec le digital, c'est l'omnicanal. Et là aussi, c'est des tuyaux dans tous les sens, c'est des complexités dans tous les sens, et ça nécessite des investissements extrêmement importants, des investissements continus. Donc il faut être parti bien en avance, et puis il faut continuer à investir chaque année pour essayer d'être au top. Donc si je résume, ce que tu dis sur les facteurs clés de succès, qui explique que Beaumanoir fasse partie des 2 ou 3 acteurs dans le monde du textile qui s'en sort bien alors que d'autres souffrent, c'est vous avez su investir quand il fallait, et y compris investir très lourdement pour avoir les outils et la techno et la supply, etc., qui allaient bien. Et ce qui est possible dans un groupe familial, parce que le groupe familial accepte à un moment un investissement qui n'est pas très rentable, voire d'avoir des coûts de structure qui sont trop élevés par rapport à son volume d'affaires. Ça explique peut-être des choses qu'on a vues sur le marché entre les groupes familiaux et des groupes plutôt détenus par des fonds. Vivarté en était un bel exemple. Et le deuxième pilier, c'est l'obsession client malgré tout. L'obsession client, toujours. On a, je rebondis justement, enfin, tu parles digital, Monoprix, pour le coup, groupe Franprix, Monoprix et Casino plus largement, mais notamment Monoprix, il y a quand même beaucoup d'initiatives e-commerce, digital, etc. Tu as parlé de Sarenza, il y a ce que vous faites avec Ocado, par exemple. Vous êtes très actifs sur ce front-là également. On est un petit peu maintenant comme tous les retailers, même si j'aime pas bien ce mot-là, retailer. L'étymologie, c'est débité. Vous regarderez, c'est assez intéressant. On est plutôt, nous, des sélectionneurs, mais on a 2 jambes. On a une jambe des magasins physiques, et on est très fiers. Alors, très fiers chez Franprix, parce qu'effectivement, sur le territoire francilien, on a un maillage extraordinaire à Paris, 300 magasins historiques qui ont été rénovés, on y reviendra peut-être tout à l'heure, avec un nouveau concept. Et chez Monoprix, si vous cherchez le centre-ville d'une métropole, une ville moyenne, vous tapez Monoprix, vous tombez automatiquement dans le centre-ville. Donc on est aussi très fiers de ça. Mais la deuxième jambe, elle existe parce qu'il y a une demande de clients de plus en plus forte. Et d'ailleurs, pas qu'une demande, un portefeuille de demandes extrêmement large. Et on a souhaité y répondre avec le groupe Casino, avec Monoprix en particulier, en s'associant avec les meilleurs, tout simplement. Donc il y a quelques années, on a signé un partenariat avec Amazon. Et avec Amazon, on répond au panier de 70 € livré en 2 heures. Avec Ocado, on a signé un partenariat pour les grosses courses, ce qu'on appelle du J+, où là vous avez des paniers beaucoup plus conséquents. C'est du 150 € J+1. C'est ça, 150 € J+1 avec un taux de service qui dépasse les 99%. Qui est exceptionnel en la matière, avec la possibilité de modifier sa commande la veille au soir, quelques heures avant son départ. Et puis surtout 35 000 références préparées avec des petits robots extraordinaires et des algorithmes formidables pour une livraison dont la MACV est positive, ce qui est assez rare dans notre métier, notamment dans l'alimentaire. Alors justement, MACV positive ou pas positive, Casino a mis des billes dans Gorillaz. Alors, écoutez, ça démarre, et là on fait aussi tout simplement office d'opportuniste. C'est un marché qui est en pleine croissance, qui se développe en France, en Europe et dans le monde à une vitesse colossale. On l'a appelé le quick commerce. C'est du dépannage à domicile. Et là aussi, on s'est dit, mais si on veut mettre les pieds dedans, il y a 2 solutions. On va faire en propre, et c'est ce que nous allons faire. On va faire en propre avec Monop qui va sortir dans quelques semaines. Mais on va aussi s'associer avec les meilleurs. Il se trouve que le meilleur était Gorillaz, et qu'on s'est bien entendu depuis le départ. Donc c'est un partenariat qui est un partenariat, je dirais, tridimensionnel. La première des dimensions, c'est que vous allez retrouver sur Gorillaz la marque Monoprix,
C'est ce que nous avons fait avec Amazon et on est très fiers parce que cette marque est diffusée au niveau national. Les gens la connaissent et peuvent après la retrouver dans les magasins. Deuxième dimension du partenariat, Gorillaz va préparer pour Monoprix des commandes faites par des clients sur les stores Monoprix. Et puis, la troisième partie du partenariat, et ça ne vous aura pas échappé, c'est qu'elle est capitalistique puisque nous sommes entrés dans le capital de Gorillaz. Donc c'est effectivement un deal exceptionnel, et encore une fois, avec le numéro 1, qui est Gorillaz. Avec ça, on couvre, je vais terminer, avec ça, on couvre l'ultra rapide, la livraison en 15 minutes, le 2 heures, le J avec une préparation en magasin, et puis le J+1 avec une préparation en entrepôt robotisé. Donc on a cartographié l'ensemble des besoins clients. Juste un mot peut-être, Jérôme, pour finir avec la partie e-commerce. Tu nous disais que donc, vous avez mutualisé évidemment les outils, les plateformes, ou en tout cas elles ont vocation à l'être sur le plan technologique. Mais du point de vue du consommateur, il va y avoir un portail Beaumanoir qui fédère toutes les marques, ou une marketplace Beaumanoir, ou quelque chose comme ça? Alors, on a déjà un premier portail qui répond à notre portail physique, qui est Vibes, puisqu'on a nos 3 marques physiquement sous Vibes, sous un même toit. Donc on a un vibes.com qui mutualise ces 3 marques. Et effectivement, c'est la réflexion 2022, comment on avance différemment sur les marketplaces, sachant qu'on travaille déjà avec beaucoup de marketplaces. Maintenant, ayant un portefeuille de marques, c'est sûr qu'on peut y réfléchir. En tout cas, vous êtes une belle illustration de cette tendance qu'on voit venir depuis des années, qui est de dire, on avait avant des entreprises de distribution qui étaient des entreprises monolithiques, verticales, plutôt fermées, obsédées par la cohérence et la maîtrise de toutes les composantes de leur dispositif. Et on migre progressivement vers des écosystèmes ouverts avec plein de partenariats, d'alliances, de prestations dans tous les sens. Et la nature même de l'entreprise de retail est complètement différente de ce qu'elle était il y a 10 ans. Les alliances que tu évoquais, Jean-Paul, l'illustrent aussi d'ailleurs. Nicolas, on va parler une seconde des clients à nouveau. Alors c'est pas un outil mobile, c'est un outil. Pourquoi mon machin voilà. Pourquoi les slides changent sur mon écran retour et pas au. Voilà. Ah pardon. Merci. Donc on a interviewé quelques clients. On a un petit outil qu'on a lancé avec Mobile. On utilise la techno de Mobile sur smartphone. On envoie les clients dans les magasins. Ils prennent des photos, ils regardent un peu, ils répondent à 2-3 questions avec leur téléphone. L'intérêt, c'est de remonter de l'inside client shopper in situ face au linéaire au moment de l'achat, et à un coût et avec une simplicité de mise en œuvre qui est absolument sans commune mesure avec les études shopper. On s'en sert pas mal pour avoir une espèce de micro-trottoir, on va dire, de très rapide et très bon marché de ce que ressentent les clients. Et donc on s'est livré, on a envoyé quelques clients visiter quelques magasins et nous dire ce qu'ils en ont pensé. Alors, sur Monoprix, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont d'abord ce qui ressort le plus fortement en positif comme en négatif, c'est des éléments de praticité en fait. On est vraiment sur le magasin qui facilite la vie en ville. Et par exemple, la diversité des solutions de retrait, de livraison, etc., c'est quelque chose qui est ressorti parmi d'autres, mais qui est ressorti assez régulièrement comme quelque chose de très apprécié, la facilité d'accès en fait. Et puis sur les critiques, on est sur des critiques qui sont également principalement sur de la fonctionnalité, de l'irritant. Par exemple, une des choses qui est venue 2-3 fois, c'est cette idée que la circulation dans les magasins n'était pas toujours aussi fluide que ce qu'on aurait voulu. Et chez Franprix, on va retrouver, alors tu ne seras pas surpris de retrouver ta machine à jus à l'entrée du magasin à jus d'orange parmi les pépites que les gens citent très très spontanément. Elle est ressortie avec une fréquence, c'est étonnant. Il y a vraiment un marqueur là, symbolique et affectif de la transformation de ce que vous avez fait chez Franprix au travers de la machine à jus qui est extrêmement présent. Et puis, sur les critiques, ce qu'on va retrouver principalement, c'est également, par exemple, des irritants sur l'attente aux caisses, qui, tu le disais, hein, tant qu'on n'a pas supprimé les irritants, c'est difficile de mettre de l'émotion. Côté Beaumanoir, on a, si je commence par Bonobo, on verra cache-cache ensuite, c'est également le mode d'emploi du magasin, quelque part, le ressenti physique du magasin. On parlait d'expérience. Il y a beaucoup de commentaires très positifs sur vos concepts. Tu pourras féliciter les gars du retail design et de l'architecture commerciale chez vous. Et les commentaires sont très positifs.
Et par contre, parfois, il y a peut-être un peu trop de stock, je sais pas. Les magasins étaient peut-être un peu tankés. Bon, en tout cas, une interaction avec le produit, en fait, qui n'était pas optimale. Et c'est intéressant de voir que sur Cache-Cache, à sa façon, c'est aussi l'interaction produit sur lequel vous avez un peu de critique. C'est-à-dire que les gens trouvent que le magasin, l'espace magasin, le lieu est formidable. Et par contre, ils parlent des cabines et de la facilité à se projeter. Et c'est intéressant parce que dans les deux cas, finalement, c'est la façon d'interagir avec le produit sur lequel ils vous disent peut-être les gars, pour aller encore un petit peu plus loin. Et c'est quand même à ça qu'a sert un magasin finalement et qu'on ne peut pas faire sur un écran d'ordinateur, c'est avoir une vraie interaction avec le produit. C'est des modalités de la rencontre entre le client et le produit finalement, le commerce. Et puis pour terminer sur 2 petites notes pour se faire plaisir quand même, il y a quelques magasins Franprix sur lesquels il y a des clients qui disent j'ai pas de point négatif. Je suis tellement heureux, j'aime mon magasin, tout est parfait, les gens sont sympas, etc. Donc on a eu quelques verbatims comme ça d'un niveau d'enthousiasme presque touchant. Et puis on a vu ressortir également quelques clients qui parlent des avancées RSE dans les différentes enseignes, par exemple sur ce que vous faites, sur lequel évidemment on commence à avoir une sensibilité client assez forte. Nicolas, ce que j'évoque là, c'est des choses qui font écho à ce que vous ressentez. C'est dans le monde d'après, de l'après-Covid, est-ce qu'il reste finalement dans les attentes clients ou dans les préoccupations clients des choses qui te marquent sur les choses qui ressortent fortement dans les attentes clients? 2 choses. La première, c'est qu'effectivement, tu notais à la fin les compliments. Dans les 12 millions d'évaluations qu'on collecte tous les mois, on a à peu près 65% de compliments. Donc il faut imaginer quand même que les clients ont une appétence, une volonté de féliciter quand on leur demande « oui, ça va, je suis content, j'aime ça ». Il y a beaucoup de positifs qui remontent. Et ce positif a un pouvoir mobilisateur extrêmement fort pour aller voir ensuite, évidemment, les 35%. Là, tu me bluffes, je ne savais pas ça. Ouais. Donc on aurait fait un test en vous demandant dans la salle quel pourcentage le positif représentait dans ce qui remonte des clients. Je suis sûr que vous auriez répondu 20%. Moi, en tout cas, j'aurais dit quelque chose comme ça. Les 2/3, c'est formidable. Ça. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, sur les aspects les 35% restants, du coup, ce qu'on retrouve quand même beaucoup, je dirais que c'est les basiques du commerce, l'attente, l'affichage du prix, tout ce qui finalement font que si c'est respecté, le client s'en rend pas compte, c'est normal. Si c'est pas respecté, ça crée beaucoup de frustration. C'est toujours la partie un peu ennuyante, mais si elle n'est pas respectée, la partie en haut à droite qui est la surprise et les choses que les gens n'attendaient pas, elles ont moins d'impact. Donc il faut travailler ces basiques, et pour travailler ces basiques, c'est mobiliser les équipes quotidiennement. Jean-Paul disait, tous les jours, on regarde les résultats. Ben, c'est ça, chaque magasin, on regarde les résultats tous les jours, rappeler à quel point c'est important pour un client d'avoir un chariot qui est propre, d'avoir un affichage de prix qui est correct, d'avoir une caisse qui défile le plus vite possible. Voilà, tout ça, c'est pas toujours respecté, et ça a été avant le Covid, et c'est encore aujourd'hui ce qui ressort dans les frustrations. Donc ça veut dire que d'un point de vue client, il faut d'abord faire très très bien son métier, quoi. C'est ce qui ressort, effectivement. Et quelque part aussi, on peut le noter, c'est que les attentes des clients en rentrant dans le magasin, ça joue un rôle. C'est-à-dire que tout ce qui se passe avant, tout ce que l'image que vous véhiculez, tout ce que vous voulez renvoyer au client, quand il rentre en magasin, il faut que ça se retrouve. Sinon, on met des attentes au niveau du client qui ne sont pas respectées en entrant dans le magasin, et là, on crée un risque. C'est un secret pour personne si je vous dis que le NPS des hard discounters ou des discounters, je ne sais plus comment on les appelle, est aujourd'hui au même niveau, voire au-dessus des retailers traditionnels, parce que quand on arrive dans ce magasin-là, les attentes, elles sont claires, c'est le prix. Si on retrouve le prix, c'est bon. Comme quoi, respecter son client, c'est pas forcément faire du service haut de gamme, c'est d'abord lui donner ce qu'on lui a promis et de le faire de manière très très professionnelle, de manière quotidienne. Alors il y a des... Bon, j'ai vendu la mèche tout à l'heure en disant à quel point j'aimais Franprix. On verra après dans le textile comment on fait pour s'occuper des clients sur un marché où on a l'impression qu'ils n'ont plus envie de rien acheter. Donc comment on fait pour soutenir un peu le marché. Mais est-ce que, Jean-Paul, avant, tu peux nous dire donc, la magie de la transformation de Franprix, où t'es arrivé, tu as vu, les Franprix, c'était des supermarchés absolument quelconques, qui faisaient correctement leur métier, mais d'une banalité assez grande quand même, et d'un niveau de qualitatif et de modernité qui n'était pas fantastique. Ce qui a été frappant, c'est la vitesse, alors la pertinence certainement, mais surtout la vitesse à laquelle tu as réussi à transformer des centaines de magasins. Comment tu as fait ?
Qu'est-ce qui t'a guidé? C'était quoi le moteur de ça? Et qu'est-ce qui fait que cette transformation-là a pu se faire de manière aussi spectaculaire et aussi rapide? Alors d'abord, tout commence par une prise de conscience, c'est souvent le cas dans nos métiers. Et cette prise de conscience, nous, elle a eu lieu quand on a commencé à comprendre qu'on était à la fin d'une histoire et que vraisemblablement les gens ne nous aimaient plus. Et comme je le disais à l'époque aux équipes qui étaient en place pour cette transformation, je leur disais, mais vous savez, à partir du moment où les gens ne vous aiment plus, vous ne vous aimez plus vous-même. Et là, ça devient dangereux. Ça a été le point de démarrage. Hein, de se dire, c'est une nécessité vitale de changer, parce que sinon, excusez-moi du mot, mais on va crever, tout simplement. Après, quand on a dit ça, changer pourquoi? Si c'est une adaptation, juste une adaptation, c'est pas changer. C'est adapter son modèle à ce que fait la concurrence, aux attentes du moment des clients, mais c'est pas un véritable changement. Le véritable changement, on est allé le chercher à l'étranger, au Japon, au UK, en Corée du Sud, et on s'est fait une idée de tout ce qu'on a vu à l'extérieur dans le monde de la proximité, du convenience store, comment on pouvait l'adapter au paysage francilien, puisque nous sommes implantés à 85-90% en Île-de-France. Et c'est de là que sont arrivées les vitrines ouvertes. Pour ceux qui connaissaient le Franprix d'avant, les vitrines étaient composées de meubles de vente. Il y avait juste la porte d'entrée pour voir à l'intérieur du magasin, quand il n'y avait pas d'affiche dessus. C'est là qu'on a mis des lieux de vie, donc des tables, des chaises, des micro-ondes. C'est là qu'on s'est dit, mais tiens, si on veut que ça gargouille dans le ventre de nos clients, on va leur faire sentir du bon pain et du poulet rôti. Et on a volontairement mis à l'entrée des magasins les rôtissoirs et les fours à pain. Comme ça, de l'extérieur, eh bien, on sent une odeur à midi qui vous donne envie de rentrer dans le magasin, etc., etc., etc. Ça a donné le magasin que vous connaissez, le magasin dedans-dehors, le magasin qui sort dans la rue qui rentre dans le magasin. Et ça a donné ces couleurs fraîches et magiques que sont l'orange et le jaune pour Monoprix et tout ce qu'on a appelé des innovations, mais qui n'en étaient pas en vérité. Les rôtissoirs existaient déjà, les machines à jus d'orange, on n'a pas inventé la machine à jus d'orange, on s'est simplement dit il y en aura dans tous les magasins, à l'entrée de tous les magasins. Ce qui fait que quand je vais dans un Franprix, je sais que je vais pouvoir trouver du jus d'orange frais, que je vais presser moi-même sur place. Donc il y a le sujet de la transparence dans le produit. Voilà l'histoire, et la rapidité s'est faite assez simplement, puisque le succès était immédiat. C'est-à-dire que les premiers magasins ont fait 30, 35%, 40, 50%, 60, 70% d'évolution pour certains. Pour deux raisons, on changeait une poupouille contre quelque chose de plus moderne, et puis surtout on inventait un nouveau service, un nouveau magasin. Et donc forcément, fort de succès là, on a eu nos franchisés. Les franchisés n'étant pas ennemis de leurs intérêts. Exactement. C'est la perf économique en fait qui a fait que ça s'est. Voilà. Et je vais vous dire quelque chose. Je crois qu'on a surtout été victime de notre succès parce que très vite on s'est aperçu qu'on n'avait pas les équipes dimensionnées pour faire les plans, pour faire les travaux, etc. Donc on a dû recruter très très vite. On a mis à mal tous nos fournisseurs, les fournisseurs de meubles froids à qui on a commandé des dizaines, des centaines de mètres de linéaires alors qu'on n'avait rien fait pendant des années. Mais le succès est là et Franprix est une enseigne qui continue à faire de la croissance. Alors, toujours dans ces magasins physiques, toujours incomparables. Bien sûr, en expansion, Cécile Guillou, la directrice générale, qui travaillait avec moi, le disait, on fait un programme d'expansion en mètres carrés qui est très fort, mais aussi sur le digital et sur le quick commerce, avec Franprix Express, qui est, rappelons-le, la première application de quick commerce en France, puisque Franprix Express existe maintenant depuis près de 5 ans et livre ses clients en 30 minutes, ce qui était déjà une belle promesse. Et ça, c'est du Jean-Paul tout craché. Ça. Jérôme, tu es sur un marché qui n'est pas simple, comme je disais tout à l'heure, en termes de consommation. S'il y a un marché qui n'a pas vraiment redémarré, c'est le textile adulte et la mode à ses différents niveaux de prix. Hein. Qu'est-ce qui se passe sur ce marché? Pourquoi il y a une désaffection comme ça aussi forte? Pourquoi le marché ne redémarre pas? Et pourquoi vous surperformez le marché? Alors, déjà, ça ne fait pas que depuis 2 ans que ce marché est en crise, ça fait 10 ans qu'il est en crise. Donc j'ai bien aimé la notion de prise de conscience.
Nous, la prise de conscience, finalement, on l'a eu dans ces années 2012, 2013, 2014, sur lequel on s'est dit, qu'est-ce que l'on fait? On garde des vieux magasins, tu parlais de concept tout à l'heure, on garde un réseau très dense de petits vieux magasins, et on est mort, ou on les rénove, ça coûte extrêmement cher, ou on les rénove tout en ayant une autre idée. Et c'est pour ça qu'on est parti sur ces grands magasins et nos 3 marques historiques sous un même toit. Ça nous a permis d'aller dans d'autres zones. J'espère qu'il n'y a pas de bailleurs ici aujourd'hui. Ben voilà, en termes de loyer, on a enlevé une contrainte, ou on s'est enlevé une contrainte. Ça nous a permis d'aller sur des plus grandes surfaces et on a mieux traité nos marques. Et ça nous a permis d'avoir des concepts rénovés. Donc on a tout joué en même temps. Et on est parti loin, 2012, 2013, 2014. Donc effectivement, quand on est arrivé en plein dans la crise 2019-2020, eh ben, on avait un outil commercial qui allait nous permettre de mieux nous en sortir et de ne pas avoir à traiter que le sujet de la lutte contre les bailleurs, que le sujet de qu'est-ce que je dois fermer et autres. En fait, on avait fait notre évolution, notre transformation retail avant la crise. D'où l'importance d'avoir des feuilles de route qu'on est capable de dérouler sur de nombreuses années, parce que dans notre métier, l'investissement retail coûte extrêmement cher. Donc il faut essayer d'avoir une idée suivie et de le faire pas à pas, parce qu'aller après transformer 300 ou 400 magasins, d'un coup, ça coûte... c'est impossible. Voilà. Donc en fait, même si vous ne saviez pas ce qui allait se passer avec la crise, mais en fait, c'est la capacité d'anticipation, c'est-à-dire à se décider... Mais la crise est juste un accélérateur. Enfin, tout était déjà écrit. La crise a juste accéléré les choses et fait que ça s'est passé en 2 ans, ce qui aurait dû se passer en 5 ans. Mais après, je pense qu'on est plusieurs à faire le même constat. Tout était déjà écrit et il fallait que chacun a mis en place sa propre stratégie pour essayer de retourner la situation. Mais ce que vous avez fait et que d'autres n'ont pas fait, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure à propos de la gouvernance et de l'actionnariat, c'est que vous avez décidé d'engager des programmes de transformation très profond, coûteux, un peu douloureux, un peu risqué, à un moment où finalement, voilà, la boîte gagnait encore de l'argent et vous auriez pu décider de ne pas vous mettre en risque. Non, c'est l'effet prise de conscience. Mais qu'est-ce qui... On n'aurait pas pu ne pas prendre de risque. Les choses, on les voit, les clientes nous le disent, les magasins, on les voit vieillir, on sait qu'il faut bouger. Il faut juste essayer de bouger dans le bon sens. Tout le monde n'a pas bougé aussi vite quand même. Beaucoup ont bougé. Aujourd'hui, le marché va être d'autant plus concurrentiel que tous les retailers qui sont puissants aujourd'hui sur le marché sont des gens qui ont bougé. Mais il reste effectivement... Ceux qui n'avaient pas bougé, à la limite, ont déjà disparu. Aujourd'hui, il n'y a plus que des gens qui sont très dynamiques. Il suffit de voir, il suffit de lire et de regarder ce que chacun fait sur le marché. Il n'y a que des gens très forts et qui ont bougé et qui ont des idées très claires. Et avec un marché plus concentré qu'il n'était il y a quelques années. Nicolas, le mot de la fin, parce que le temps passe toujours épouvantablement vite dans les tables rondes. Un mot de la fin sur la culture client dans le monde qui vient, dans la période post-Covid, etc. Et finalement, parce que je t'ai posé la question, puis on n'a pas vraiment répondu tout à l'heure, tellement on a de choses à dire. Est-ce qu'il y a des choses qui vont rester de tout ça? Qu'est-ce qui change? Dans ce que vous avez remonté? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé entre avant et après? Par exemple, cette propension des gens à remercier, qu'on peut interpréter comme une espèce de demande affective ou de main tendue vers les équipes magasins aussi, quelque part. Elle était déjà aussi présente avant. Le monde des bisounours, il existe un petit peu quand même? Il a existé et il est reparti. On a eu une vraie progression du 65% de compliments pendant la période du Covid. Les NPS sont montés pour tout le monde. Il y a eu, je pense, une bienveillance, un remerciement, etc. Puis on est revenu sur des proportions maintenant plus d'avant. Par contre, ce qu'on a gardé, c'est le lien, le digital, qui en se rendant pendant le Covid en magasin, on voulait se renseigner avant d'y aller, donc on a créé des nouveaux types de communication qui sont restés. WhatsApp devient aujourd'hui un moyen de communiquer avec ses clients. Dans ses fils de discussion, on retrouve sa famille, ses proches, et ses commerces et ses commerçants. Maintenant, toute cette transformation, toutes ces évolutions, elles ne se feront pas sans une adhésion complète et totale du terrain. Nous, on est très proches des équipes en magasin. On croit beaucoup en leur capacité justement à porter cette transformation. Il faudra faire aussi attention à elles. Penser à ce qu'elles suivent la cadence, qu'il n'y ait personne qui soit perdu dans ces mouvements digitaux, qu'on forme les équipes et qu'on les emmène
pour que la transformation soit complète et totale jusqu'au client final, parce qu'il ne faut pas oublier que celui qui est en face du client et qui symbolise finalement le renouveau, l'innovation et tout ce qu'on proposait, c'est le collaborateur sur le terrain. Et les héros discrets sont fatigués et il faut leur montrer de la reconnaissance. On voit dans quelques entreprises du Nord qu'il y a un peu de tension dans les magasins en ce moment, hein, dans quelques secteurs. Et effectivement, c'est sans doute que les équipes ont l'impression d'avoir beaucoup donné pendant 2 ans et que maintenant, il faut être un peu gentil avec elles. Il faut partager un petit peu. Merci, c'était super. En tout cas, 3 magnifiques parcours et entreprises à tous les 3 pour des raisons avec des profils très différents, mais c'est super ce que vous faites. Vous montrez que le commerce physique et omnicanal a encore de belles années devant lui. Merci. Merci Cédric. Merci.